Il y a quelques semaines, nous partions au Mans, non pas pour manger des rillettes, mais bien pour rencontrer le dessinateur Roland Toulouat dans son atelier. Rejoint par son compère de toujours, le scénariste Vincent Brujas, nous avons pris un peu de temps pour discuter de la fin de la série Bloc 109, du succès du Roi des Ribauds, de l'état de la BD en France et de bien d'autres choses encore. Alors bonjour Vincent, bonjour Ronan. Bonjour. Comment allez-vous? Mais bien. Très bien. Un peu cerné ce matin. Ouais. C'est normal, c'est lundi. Du coup, pour ma première question, je voulais savoir, c'est très simple et très introductif, mais quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes après justement du coup la page qui se tourne pour Bloc 109 et la sortie du dernier spin-off du coup, Maruta. Bah on est tourné vers l'avenir. Oui, c'est ça. Si la page se tourne, c'est parce que justement il était dans quelle tourne, je pense. Ouais. Il y avait plus l'envie qui était là. La relation avec Lovelock n'était pas la même qu'avec Ronan, bien entendu, c'était jamais l'objectif, mais même il n'y a pas eu le déclencheur pour que ça donne quelque chose d'extraordinaire et donc il vaut mieux que ça s'arrête maintenant plutôt que de continuer à faire des albums qui nous plairaient pas ou des choses comme ça. Après, pour être tout à fait honnête, pour moi j'ai arrêté vraiment Bloc 109 avec Ritter Germania, hein. Du coup, quelque part, depuis ça fait 2012 qu'on a arrêté, donc ça fait 4 ans que je suis après Chaos Team, puis surtout maintenant le Roi des Ribauds, et puis les séries qui vont arriver dans le futur. Donc quelque part j'ai largement eu le temps de digérer tout ça. À la fin c'était une époque, on a dit ce qu'on avait à dire et puis voilà quoi, c'est terminé. Ça peut paraître pour moi dans le sens où depuis Ritter Germania j'ai fait que 2 albums, hein. Un qui m'a pris 2 bons gros mois pour être fini, bouclé, où j'ai bossé que sur ça, et Maruta que j'ai fini quand même depuis presque 2 ans. Donc pour moi c'est vrai que c'est un peu c'était l'histoire ancienne avant même qu'ils sortent en fait. Ouais. C'est le problème d'ailleurs sur les Blocs 109 avec Ryan Lovelock, c'est que lui étant aussi illustrateur et tout pris par des 106 000 choses, il a mis 2 ans à chaque fois pour faire les albums. Et ça crée aussi une distanciation avec nous, évidemment, parce qu'à un moment, nous, on part sur autre chose, on est occupé sur plein de trucs, mais aussi avec le lectorat. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est la décision d'arrêter, c'est que, le lien avec le dessinateur, même s'il est bon, même si on sentait il commençait vraiment de plus en plus à prendre confiance en lui-même, reste un lien ténu parce qu'on n'est pas à côté de l'autre. Il est en Italie, on parle anglais, il y avait un problème de communication aussi sincère qui a été fait. Je pense que lui a commencé à flipper, puis à culpabiliser de mettre trop de temps sur les albums. Et après, tout est déjà dans ses mains, c'est à lui de voir aussi l'album sortir. Il faisait comme il voulait aussi, hein. Mais le fait est qu'à un moment, on se voit plus non plus nous défendre une série qui pour nous elle est du passé. Donc, qui a une belle vie en plus, hein, surtout à une époque où aujourd'hui beaucoup de séries sont mortes avant même d'avoir pu avoir le temps de vivre. Nous on peut pas regretter ce qui s'est passé avec Bloc 109, elle nous a permis de faire plein d'essais, plein de trucs, donc faut quitter avec le sourire et se dire voilà, il faudra voir, il faut juste se tourner vers l'avenir et savoir ce qu'on va faire de nouveau maintenant. C'est vraiment ça qui est intéressant. Juste pour finir, et puis en plus Ryan, ça lui a permis aussi d'avoir un pied dans la BD franco-belge, et ce que j'espère pour lui, c'est que ça rebondisse sur d'autres albums, chez d'autres éditeurs et tout. Je pense que son trait peut passer inaperçu. La série vous a permis de dire pas mal de choses, on en parlait un petit peu juste avant en off dans cette interview, et ce que vous disiez notamment dans Bloc 109, le roman graphique à l'origine, l'œuvre originale, n'a pas toujours plu à tout le monde, ou a parfois fait l'objet de polémiques dans la presse spécialisée, sur internet ou sur papier. Comment vous avez réagi à l'époque et comment vous réagissez maintenant à ce qu'on pourrait appeler des critiques ou en tout cas des réserves sur le contexte de Bloc 109? La défense classique, c'est de dire les gens n'ont pas compris.
Déjà, c'est une fiction. Déjà, faut s'appuyer là-dessus. Si on n'avait pas fait une uchronie, peut-être qu'on aurait pu avoir plus de critiques à la rigueur, mais on est dans une fiction déjà d'une base. L'idée principale de Bloc 109, du roman graphique, pas de la série, là j'entends vraiment on avait une grosse histoire à raconter, il nous fallait un cadre extrêmement pessimiste et un cadre vraiment apocalyptique. Apocalyptique, très noir. Quoi de mieux que pour faire le sombre que la pire moment d'histoire de l'humanité que cette période nazie, voilà, donc où finalement on a le choix entre deux états totalitaires, voilà, c'était créé cette uchronie. L'Uchronie n'était pas une ambition, un but en soi. C'était un écrin. Le seul but était de créer vraiment ce cadre. Et d'ailleurs, un peu cyniquement, je pourrais dire que si on a choqué des gens, finalement notre cadre était bien réussi, parce que c'était un peu le but aussi, c'était d'avoir un cadre qui était tellement tellement horrible que les gens puissent être interloqués par ça, quoi. Que les gens se projettent dans cet univers très sombre, et puis du coup ça a eu l'écho que ça en a eu, c'est-à-dire que l'écho désespéré d'un personnage tel que Zitek a vraiment marqué les gens. Alors évidemment on a eu du lecteur qui a rien compris dans l'autre sens et qui envoyait une valorisation de l'époque nazie, ce qui n'a jamais été le cas. Dans tous les cas, en plus, on a une très forte critique de l'état totalitaire, et ce qui nous intéressait, c'était l'évolution d'un personnage comme Zitek dans cet univers où il n'y a plus d'espoir. Et qu'est-ce qui lui reste entre les mains? Et c'était un peu donner la réflexion dans les mains de tout le monde. C'est imaginer, vous êtes dans une telle situation, qu'est-ce que vous faites? Ça a été aussi une façon de créer une histoire vraiment tous les deux dans notre sens, sans vraiment aucun moment penser au lecteur. On a vraiment écrit ça dans notre coin, et on n'a pas donné toujours les clés qu'il fallait au bon moment. Notamment on a 100 premières pages, où c'est vrai que quelqu'un pourrait croire qu'on fait une apologie, puisque on décrit juste comme un journaliste, les faits c'est ça, il se passe ça, puis là on a notre personnage qui arrive et il fait ça, sans donner des explications, sans donner un jugement de valeur, sans dire quoi que ce soit. Donc alors on ne donne pas de jugement de valeur, donc dire qu'on fait l'apologie, oui, bon, on fait pas l'apologie, on n'en fait pas le contraire, on fait rien, on raconte juste. Et ça pose mais pour les gens s'attendaient peut-être à voir nos personnages dire oh là là, mais mon Dieu, c'est pas bien. Non, enfin, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur cette première partie en disant c'est insupportable et je vais pas plus loin. Je pense que c'est eux qui se sont dit c'est des gros nazillons, ces mecs qui font ça, parce que ceux qui ont poussé plus loin il n'y a aucun moyen de dire qu'on est nazillons quand on a lu la fin de et encore une fois, quand on pose des questions, quand on fait des fins ouvertes comme ça, et je pense qu'un Bloc 109 c'est un peu le fondement de ce qui nous intéresse nous vraiment dans le fait de raconter des histoires, c'est s'intéresser à l'homme, à l'humain, et quelles sont ses motivations, dans quel contexte et comment il va gérer ça. C'est ce qui va résonner le plus chez le lecteur, et c'est ce qui résonne le plus chez nous. Et c'est l'humain qui est au centre de tout, et tout ce qui gravite autour de lui, tout ce qui l'influence dans ses actes et ses actions. Et c'est un peu cette étude un peu introspective de nos personnages qui nous guide, je pense. Même si, et ça c'était les défauts du début, c'est que dans la série Bloc 109, nos personnages ont toujours été mangés par l'histoire et par le cadre. Ils ont disparu, et c'est des choses. D'abord un peu dans Chaotique, mais surtout dans le Roi des Ribauds, on a pu faire éclater les personnages au détriment, enfin pas au détriment justement, mais cette fois-ci au-delà de l'histoire. Là on a un détriment, dans le Roi des Ribauds l'équilibre se fait, mais c'est un peu ce problème-là d'avoir des personnages qui sont mangés par le cadre. On a fait des erreurs. Oui, c'est-à-dire que sur les Bloc 109, à un moment, on s'était laissé trop bouffer par notre envie de faire des références. De faire des références, ou par le genre, voilà, c'était des choses comme ça. Et le genre, justement, tu penses peut-être à Étoile Rouge, parce que il y a la réinterprétation un peu de la BD d'aviation, ou l'exercice de style qu'est la BD d'aviation. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez justement pensé au lecteur, pensé au monde de la BD? On avait pensé qu'à ce moment-là, on a pensé au défi. Au défi, à ce moment-là, on pense au défi, parce que c'était la grande époque aussi où Romain Hugo sortait des bouquins d'aviation. On se dit tiens, ça pourrait être marrant de faire ça, montrer qu'on peut le faire. Et c'est vrai qu'en sortant de Bloc 109, en fait Bloc 109 nous a tout appris et rien appris. Dans un sens où on a fait plein de choses dans Bloc 109, ça a été un gros bouquin, sauf que nos erreurs ne se voient pas parce que c'est un gros bouquin justement. Et donc il y a plein de trucs sur lesquels on était
très mauvais finalement en sortant de Block 109. Mais où ça s'était pas vu, on nous les a pas dit parce que le bouquin en lui-même se tenait. Tu penses à quoi par exemple? Rien que déjà la caractérisation des personnages. Oui. Déjà, moi j'avais un dessin qui était jeune encore, où j'avais souvent des personnages qui avaient tendance à se ressembler, et Vincent rajoutait dans les grades dans les grades ou les noms, mais du coup les gens n'arrivaient pas à identifier le grade et le nom complet, c'est-à-dire que d'un coup on l'appelait par son grade, de l'autre coup par son nom, et comme mon dessin était parfois un peu confié, des gens que j'ai complètement perdu, qu'on a complètement perdu. Et c'est des erreurs de jeunesse classique finalement pour un dessinateur qui débute. Oui. Après, il y en a qui pourront être très bons sur un truc et pas moins bons sur la mise en scène, ou choses comme ça. Après, en termes de mise en scène, par exemple aussi, j'en dis moins en 200 pages de Block 109 que j'en dis en 130 pages de Block de Roi des Ribauds. Parce que à l'époque, je prenais plus le temps, où mon découpage était. J'avais l'impression qu'il fallait plus prouver des choses. C'est ça. Et puis, il y a une construction de récit. Je veux dire, le récit, je l'ai fait au fur et à mesure, avec un plan toujours, je savais où j'allais. Maintenant, j'écris carrément les bouquins en entier avant de les donner à Ronan. Donc, il y a déjà une structure. Avec Ronan, tout au long de l'écriture de Block 109, on a racheté des choses. On allait au cinéma, on disait oh là là, tel film il était nul, tiens on va créer les Sibériens pour montrer ce que c'est vraiment. On avait vu Wolverine Origins, on était déçus comme c'est pas permis parce qu'on voulait du gros sauvage avec des griffes, on a fait les Sibériens. On a vu Iron Man, on dit on va faire des grosses armures, enfin c'est des trucs qui sont venus au fur et à mesure, qui doivent préparer du début. Qui nous ont fait vraiment kiffer, c'est-à-dire que sur la réalisation de Block 109, il y avait une réelle émulsion très particulière que on a retrouvé un petit peu sur le Roi des Ribauds, mais c'est pas pareil parce que sur le Roi des Ribauds c'était une émulsion mais beaucoup plus contrôlée. Alors là il y avait une espèce de joyeux fourre-tout, on mettait un peu ce qu'on voulait en disant ça se trouve ça sera la seule BD qu'on fera de notre vie. Allez on y va, on met ça, on a envie de le mettre, on le met. Ils nous ont signé pour 200 pages. 200 pages. Au début quand on a signé pour 200 pages, à la base je voulais faire deux tomes de 100 pages, puis on s'est dit non allez 200 pages d'un coup. Je me suis dit mais en fait est-ce que j'ai de quoi les combler les 200 pages parce que donc voilà ce baston on va en faire avec plein de cases, celle-là on va en remettre plus longtemps, et puis si c'est au fur et à mesure ça commence à s'affiner, je dis ah non telle scène là ça serait bien de la tourner comme ça parce que c'est vachement mieux, mais tout s'est fait au fur et à mesure. Je veux dire, on a rencontré des gens du métier qui comprennent pas comment ce bouquin a pu marcher, sincèrement. Ils disent, comment vous avez pu en vendre des caisses, c'est pas possible. Et nous aujourd'hui, quand on le relit, on dit mais oui, comment on a fait là, Achilleos, c'est leur point fort. C'est à partir du moment où il y a un récit qui leur plaît, on a carte blanche. Et je pense que ça a été salutaire pour nous pendant 5 ans. En étant toujours chez Achilleos, on a toujours eu carte blanche pour faire ce qu'on voulait. Pour Block 109, le projet de base était déjà bien établi. Et je pense que c'est aussi pour ça que Achilleos nous a signé. Parce que finalement, ils nous ont signé sur quoi ? Sur une quinzaine de pages et puis un résumé de ce qui se passait. Mais le résumé, ce que Richard m'a dit par la suite, c'est que ce résumé-là, il était carré. Il sentait qu'on savait où on allait. Et surtout, déjà, eux n'étaient pas du tout pour l'Uchronie ou le système. Alors que c'était un peu dans l'air du temps déjà à ce moment-là, ça commençait à bouger. Mais l'Uchronie pour faire de l'Uchronie, moi déjà ça me plaît pas, ça leur plaisait pas, et là l'Uchronie servait à quelque chose. Ouais, c'est clair. Et le truc aussi, c'est que Achilleos, certes on a laissé carte blanche, mais on a quand même pu ils nous ont quand même aidé à évoluer, c'est-à-dire qu'on a quand même le regard d'un Richard sur les scénarios, sur le graphique. Je pense qu'ils ont aussi un peu évolué en même temps que nous, mais il avait déjà une longueur d'avance. Il savait aussi, il a toujours eu un regard assez aiguisé, donc ça nous a aussi aidé à nous développer dans le bon sens. On n'a pas été brimé ou on n'est pas rentré dans un carcan. Par contre, il a aidé à faire en sorte qu'on évolue, quoi. Donc ça, c'était vraiment toute cette époque Achilleos a été, je pense, assez salutaire. Moi, je le vois avec beaucoup de collègues, encore une fois, qui ont commencé dans une grosse maison d'édition et qui ont été tout de suite imprimés dans des carcans et qui sont aujourd'hui, qui ont du mal à en sortir, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Et puis, dernière chose, c'est que finalement, parce que pour en revenir au début de la conversation, finalement, l'expérience Block 109 nous a rien appris dans un certain sens, puisque on avait des critiques extrêmement négatives de gens, mais on sentait qu'ils n'avaient pas lu le bouquin, c'était juste qu'ils ne pouvaient pas aller lire ce bouquin, pour eux c'était pas possible, soit le dessin était vraiment mal fichu, soit c'était incompréhensible, soit ça parlait des nazis, soit c'était... Donc il y avait toujours un tas de raisons qu'on comprenait pourquoi ces gens-là n'aimaient pas ce livre.
Donc c'était pas de notre faute, c'était de la faute de la personne qui voulait pas le lire parce qu'il y avait un truc qui le gênait. Donc nous, le seul curseur qu'on pouvait se poser, c'était ah ouais, mais si on change de curseur, si on parle d'autre chose, si on est un peu moins violent, boum, on pourra parler à tout le monde. Et donc finalement, dans le bloc 109, pour nous, il y avait pas d'erreur. Ouais. Il y avait, au contraire, on avait eu des gens qui nous avaient dit c'était génial, c'était super. Donc nous, on est sortis de ce bouquin-là avec des chevilles comme ça, mais on peut tout faire nous. On est trop des pros quoi. Eh ben on a fait Étoile Rouge. Et là direct on s'est rendu compte non on peut pas tout faire, on va se calmer, on va faire tomber la pression, on va réfléchir. Mais c'est ce qui est bien, c'est qu'Aquilos nous ont toujours donné le droit à l'erreur. Et sur ces erreurs on a appris. Sur Aquilos nous a dit qu'ils avaient merdé eux aussi sur Étoile Rouge. Et tout le monde a appris. Eux, en fait on est sortis de Bloc 109, on s'était débrouillés tout seul comme des grands un peu en quelque sorte, on avait sorti un récit qui marchait et tout. Donc Richard, ce jour qui devait nous suivre sur Étoile Rouge, s'est dit oh là les mecs ils sont dans leur truc, je les laisse gérer. Surtout que nous on avait vraiment pris cette habitude de travailler vraiment dans notre coin à deux depuis le début. Et donc Richard a dit oh voilà, je leur fais confiance, c'est bon, c'est parti, vu ce qu'ils ont fait sur Bloc 109, ils vont se débrouiller. Non, en fait on aurait eu besoin d'aide. C'est clair. C'était n'importe quoi. Et d'ailleurs on a eu de l'aide, Richard s'en est rendu compte tout de suite, et on a eu de l'aide qu'il nous fallait et largement sur Opération Soleil de Plomb, qui est largement meilleure, et où là j'ai vraiment bénéficié de l'aide de Richard qui m'a aidé à me remettre un peu, parce que ça a été un gros coup Étoile Rouge, parce que j'étais conscient que j'avais pas réussi à faire exactement ce que je voulais. J'avais des bonnes idées de départ, mais ça allait pas là où je le voulais. Au niveau de dessin, on a voulu tester des trucs, mais ça rentrait pas comme on voulait. Il y a des gens qui ont aimé ce bouquin, parce que je pense qu'ils y ont vu la volonté, et ils ont peut-être l'imagination qu'il faut pour pouvoir remplir les blancs qu'on a laissé finalement. T'as le simple fan d'aviation. Voilà, mais des combats aériens et qui a été servi. Parce qu'au niveau des combats aériens, c'était bien construit. Mais ça justement on prenait trop de place et cette chose là une fois qu'on a eu ça on s'est dit oulala plus à l'erreur. En fait on s'est retrouvé dans l'effet inverse et on avait eu Bloc 109, c'est on peut tout faire, oulala finalement on sait pas ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait faire, comment on va le faire. Et puis avec l'Opération de Plomb j'avais envie de prouver des choses, et un scénariste qui veut prouver des choses c'est toujours un mauvais scénariste. Faut pas prouver des trucs, et donc là faut faire avec les tripes. Oui, faut faire avec les tripes, et là Richard m'a expliqué qu'il fallait calmer le jeu, et ce bouquin là est beaucoup mieux. Et puis c'est comme ça en fait qu'on a développé les choses. Mais Bloc 109 en lui-même n'a jamais été une bonne leçon finalement, puisque son succès un peu que personne n'a compris pour beaucoup, nous-mêmes on l'a pas compris, on l'a pas analysé. Est-ce que les influences cinématographiques c'est des leçons dans le sens où elles vous aident à corriger ou à faire certains trucs? Je pense à justement Opération Soleil de Plomb qui à mon sens est un peu le plus cinématographique, que ce soit dans les dessins de Ronan ou même toi dans ton écriture, Vincent, parce que dans tous tes bouquins t'as ce côté un peu commando, tu sais, avec les squads où ça parle juste en fait, tu vois, tu reconnais des références communes avec l'auteur, et c'est très important finalement. Alors les influences cinématographiques c'est des mauvaises influences. Non mais c'est vrai, pour un auteur de bande dessinée c'est de très mauvaises influences. Et ça on a dû Bloc 109 nous a permis de nous apprendre à nous en défaire, ou à les réutiliser de manière détournée. Non, pas détournée, mais adaptée à la bande dessinée. Qu'elles arrivent de manière inconsciente, qu'elles soient là, c'est une sorte de masse qui est derrière nous, en fait, qui nous nourrit. Mais ça doit pas être conscient. C'est-à-dire que si on commence à dire ouais vas-y on va faire exactement comme cette scène-là, en fait on fait du bête copier-coller et puis on reste dans quelque chose de très archétypal. Et surtout c'est un peu l'espèce de volonté absolument de se dire si je fais de la BD c'est pour faire mon film du pauvre. Alors qu'en fait la BD a tellement à offrir. En tant que média elle-même, elle a un gros manque. La BD a un énorme manque, il n'y a pas de musique. Ça pour moi ça reste un manque monstrueux. La musique moi je l'écoute moi quand j'écris, j'ai toujours de la musique dans la tête. On trouve toujours une bande son pour n'importe quel de nos projets, mais c'est un la bande son de Bloc 109. La bande son de Bloc 109, ça c'était beaucoup. Il y a beaucoup parce que ça a duré très longtemps, ça a changé suivant les trucs, et Soleil de Plomb c'était Stillwater Revival, et il y a eu, je t'avouerai que je me souviendrai même plus en fait. Il y a eu beaucoup de BO de films aussi, beaucoup de BO de films qui reviennent souvent. Ouais, c'est clair. Et là j'ai actuellement un projet, sa BO c'est la BO de Transformers.
Ouais. Mais je suis désolé, mais elle est très très bien. Elle est très très bien, cette BO. En fait, Steve Jobs. ils font des bonnes BO. Et là, j'ai repris, je crois, 4 ou 5 titres issus des différentes BO de Transformers dans un ordre spécifique que j'ai filé à Ronan. Et c'est que ça colle exactement à ce qu'on veut donner comme impression. Ça colle exactement, et puis y compris la toute première de Batman The Dark Knight, autour de celle de Joker, qui est très bien aussi comme dans le projet. Donc à chaque fois ça change, c'est des choses comme ça. Mais en gros, l'idée c'est arrêter de vouloir faire du cinéma, faites de la BD quoi déjà. Et, prendre les codes. et finalement, on a mis 5 albums, Block 109 et la série, pour s'en défaire de ça et se dire non, attends, on a un format, on a une façon de faire et on va jouer avec ces codes, on va jouer avec ces images là, on va jouer avec le papier, on va jouer avec la page, mais on va arrêter d'essayer de jouer avec une caméra. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des mauvaises influences, parce que tant qu'on maîtrise pas leur impact, tant qu'on ne l'utilise pas de la bonne façon, elles sont mauvaises. Mais alors c'est rigolo parce que dans des interviews précédentes, les gens nous entendent dire l'inverse complètement. Il y a 3-4 ans. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution, la compréhension du média en lui-même. Quelle est la particularité qu'il a à nous apporter en plus. Là où on garde ce qu'on a dit il y a quelques années, c'est que oui, longtemps notre influence a été plus cinématographique que de la BD. C'est-à-dire qu'on se sentait plus proche du cinéma, des idées qu'on voyait au cinéma et tout. Mais ça a évolué ou pas forcément. C'est peut-être qu'on prend nos références de façon un peu plus éclectique maintenant. Et surtout, on s'est rendu compte aussi, non pas que les influences cinématographiques étaient mauvaises, mais qu'elles pouvaient l'être et qu'il fallait pas qu'elles le soient. C'est surtout ça. Et au bout d'un moment aussi, on s'est rendu compte, et ça, c'est le tournant, c'est New York. Les références, c'est bien, mais trop de références, c'est pas bien. À un moment, il faut se calmer avec les références. Et New York, c'est peut-être le spin-off le plus connecté avec l'œuvre originale, à travers l'explication d'un petit élément, ce que j'avais trouvé assez génial. Et du coup, je me demandais comment vous aviez approché, pour tous les spin-offs en général, cette idée de construire l'univers en étant plus ou moins loin, plus ou moins rapproché de l'œuvre originale, quoi. Alors, c'est bien simple, s'il n'y avait pas eu cette histoire de la photo sur New York, je l'aurais pas fait, l'album. En fait, l'album, il repose sur une idée, mais pourrie, et vraiment pourrie, qui est, on va faire du Carpenter. T'as vu, si on fait 1947, ça fait référence à 1987. Waouh. Waouh, Coco, le scénario il tient super bien. Et voilà. Et en fait, on commence à tourner, à rigoler autour de ça. Et là, je commence à dire à Ronan, ouais, mais imagine, on les envoie chercher une arme et en fait, la vraie mission c'est. Et là, je dis à Ronan, le cliffhanger du truc. Voilà, en fait, je spoil pas, mais en fait, ils vont chercher ça. Alors on me dit, oh putain, ça claque. Et là, on se dit, ouais, ça claque. Mais fallait combler. Et bah, moi, j'avais un début, j'avais une fin. Et là, j'ai fait, ah ouais, mais il se passe quoi? Et donc, ça, c'est l'album en fait où il y a la super idée de fin, et c'est pour ça que je le fais, mais finalement, je suis en roulis tout le long de l'album. D'ailleurs, c'est le tout premier album que je réalise en entier. Avant qu'on commence à le faire. Et heureusement, parce que sinon j'aurais été dans une merde noire. Et c'est un album que je storyboard d'une traite. C'est un des premiers que je storyboard d'une traite. Et c'est très bien, c'est un des premiers albums dont je suis le plus fier après Soleil de plomb en termes de storyboard, parce que justement on a tout posé, tout ça, c'est bien casé. Et en plus, on avait une mission, on les suivait, donc s'ils perdaient leur sac, s'ils avaient toujours leur sac, fallait être sûr là-dessus. Par contre, c'est un des albums dont je suis le moins fier graphiquement, parce que sur Opération Soleil de plomb, j'avais trouvé un bon réglage. En fait, j'ai toujours eu un album sur l'époque Block 109, un album de réglage manqué. Donc c'est Étoile Rouge, New York 47. Et puis après, après ça s'est un peu calmé, j'ai commencé à apprendre, même si les premiers Chaos Team, je commence à jouer, aujourd'hui j'ai du mal à les regarder. Mais du coup, les bouquins dont je suis vraiment fier, c'est Rider Germania et Opération Soleil de plomb, j'avais les bons réglages. Mais New York 47, putain, il est trop sombre, trop brouillon sur certains trucs et pas bien lisible en fait, alors que vraiment au découpage, il y avait tout qui ressortait comme il fallait. Alors, l'avantage de New York 47, c'est qu'il y avait tellement peu de choses à dire qu'on a eu le temps de développer les persos. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il plaît beaucoup, c'est qu'en fait on s'est amusé avec nos persos beaucoup plus que dans les autres.
où on était pressé par le scénario, notamment par Return Germania, où tout était coupé au cordeau, je savais exactement ce qui se passait, et où aucune scène n'est... il n'y a pas une case qui est inutile, quoi. C'est à chaque fois, moi je voulais que mon enquête tombe bien, donc à la rigueur, Return Germania, qui est pourtant mon préféré, parce que je trouvais vraiment que moi j'avais atteint l'histoire que je voulais faire, le suspense, tout ce qu'il y avait, je suis vraiment allé là où je voulais aller. La thématique me plaisait plus aussi, et l'utilisation de cette utilisation de la propagande, tout ça, c'était vraiment le truc qui nous plaisait à mettre en place. C'était vraiment une volonté de réinterpréter un peu les codes du super-héros ou... C'était vraiment cette volonté-là. C'était vraiment... ça faisait partie de l'univers de Bloc 109, ça s'intégrait complètement. Et en fait, là par contre, il n'y a pas une case qui est inutilisée, il n'y a pas un moment où on peut laisser les personnages vraiment vivre tranquillement. Je sais que si je recommençais ce scénario là, je laisserais peut-être un peu plus de vie à Henning Ventresco, je mettrais peut-être une scène un peu plus cool où il se pose des questions. Voilà, aujourd'hui avec l'expérience, je saurais à peu près comment peut-être tourner différemment certaines choses. Mais voilà, New York a finalement, dans sa faiblesse, a eu cet avantage de pouvoir faire vivre un peu les persos, beaucoup plus que dans les autres où on n'a pas forcément le temps. Étoile Rouge, j'en parle même pas. Opération Soleil de Plomb, où le scénario va quand même à 100 à l'heure, mais ça c'était voulu, ça marchait bien. Et puis là, il y a les références cinématographiques qui vont remplacer en fait les codes, c'est-à-dire que les phrases que vont sortir les personnages vont les caractériser parce qu'elles sont issues de tel univers, et les gens, voilà, ok, on est dans ce type d'univers. Mais chose de laquelle d'ailleurs on a eu énormément de mal à se défaire par la suite, parce qu'après on a été catalogués comme les mecs qui font des trucs bourrins. Et quand on faisait plus de trucs bourrins, on avait comme critique c'était c'est bon, c'est quand même bourrin, mais c'est sympa, mais c'est bourrin. Mais non, c'est pas bourrin. Non, il n'y a pas de baston dans le. Et bon. Et comment on s'en défaire de cette, de cette étiquette que finalement on peut marcher. On peut pas te donner la recette parce qu'on sait pas encore. On sait pas encore. Je pense que en fait, il faut pas y penser. Les gens, ils voient ce qu'ils ont envie de voir dans les albums. Après tout, à un moment, quand l'album est sorti, l'album nous appartient plus, comme on dit. Je pense que nous, il faut qu'on raconte des histoires comme on a envie, qu'on s'intéresse aux personnages comme on a envie. Il faut bosser comme on a envie, puis si on est traité comme, si on est assimilé à des bourrins, tant pis, on sera des bourrins. Mais un exemple, KO Team, notre ambition principale, et notre erreur d'ailleurs, c'est d'avoir cru qu'on avait le temps d'installer, de poser, des choses comme ça. Parce que notre ambition principale, c'était, on va présenter des gros bourrins, des gros archétypes, des mecs, des caricatures. Et au fur et à mesure, on va montrer que les caricatures, en fait, derrière, il y a plein de trucs. En fait, c'est pas tant des caricatures que ça. En fait, finalement, ils ont des trucs, ils ont machin. Il y en a un qui est malade, il y en a une autre qui arrive pas à gérer son enfant. Voilà. Au fur et à mesure, on va évoluer et montrer qu'en fait, les archétypes, c'est ce qu'ils sont eux-mêmes devenus, mais en même temps, ils le sont pas eux-mêmes. Et le problème, c'est que on a vendu ça un peu en vendu ça en disant vous allez voir c'est des gros bourrins, lisez, vous allez voir c'est des gros bourrins, en se disant quand ils vont lire ils vont faire waouh, ah non en fait ils m'ont un peu menti mais ils m'ont bien eu. Mais non non en fait non. Parce qu'on se tuait nous-mêmes en fait. C'est tiens ce truc de bourrin, et qui dit bon ok c'est un truc de bourrin, ok d'accord, bon il y a un peu de subtilité, c'est du bourrin, mais c'est du bourrin. Quand les gens se donc en fait on s'est choses... nous-mêmes dit, on a nous-mêmes dit aux gens on vend du bourrin dans l'espoir qu'ils se disent ah ben non. Sauf qu'en fait, il fallait lire le deuxième, troisième, puis on n'a pas le temps d'installer la chose. L'insuccès de KO Team, c'est que finalement, nous, c'est notre faute d'avoir cru qu'on pouvait avoir le temps d'installer les choses. Nous, on sortait de Bloc 109, on se disait, on a une série qui marche, maintenant, là, les gens vont nous suivre tous comme des petits, ils vont nous suivre à la queue leu, et ça va cartonner. En fait, non. C'est dur de promouvoir une BD. Oui. Après, il y a la BD. KO Team, moi, c'était dur. Parce que, en fait, d'autres erreurs, c'est... on nous demande une explication de KO Team. C'est quoi KO Team? Résumé KO Team. On va mettre une demi-heure pour vraiment parler de ce qu'on veut, quoi. Vous me résumez le Roi des Ribauds? C'est un peu le chef de la mafia sous Philippe Auguste, quoi. Dans les ruelles de Paris sombres. Ah, classe, ok. En une phrase, j'ai tout dit, quoi. KO Team, en une phrase, c'est une phrase, quoi. C'est du Proust. Mais il faut en faire des choses comme ça. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est avec Kilos qui nous a permis de faire, qui nous a laissé faire, qui nous a permis de faire nos erreurs et d'apprendre sur nos erreurs. Et c'est des choses qu'on n'aurait pas eu le temps
faire chez un gros éditeur, on serait chez un gros éditeur, un échec, pouf, c'est fini, on est éjecté. Aquilos, au final, ils ont toujours fait confiance, toujours aimé ce qu'on faisait, et malgré nos erreurs, en apprenant de tout ça, on a évolué. On a mis du temps à se remettre de l'échec de KO Team et à comprendre pourquoi il y a eu l'échec. Et puis bon, je dis que c'est ça l'échec, mais il y a pas mal de raisons. Certains nous ont, on parle en termes de maison d'édition, mais on s'est mis à faire du Panini quand il y a Urban qui arrivait, quoi. C'est un peu bête, quoi. On s'est mis à faire du soupe quand Urban faisait tout en dur. On s'est mis, on a pensé qu'on avait le temps de s'installer, c'était faux. On a fait de la SF, ça plaisait pas forcément, c'était pas le truc qui plaisait le plus à ce moment-là. C'est-à-dire quand on voit la facilité presque à vendre du Moyen-Âge en ce moment, oui, c'est peut-être pas le moment où, alors après d'autres diront ouais mais c'est facile, vous mettez à faire du Game of Thrones quand ça fonctionne et tout. Alors c'est pas exactement ça, c'est que Game of Thrones a permis aujourd'hui à des scénaristes qui adoreraient ce type de récit de pouvoir les faire. Moi, Le Roi des Ribauds, je l'ai sous le coude, je l'ai depuis 2003. Depuis que j'ai lu Game of Thrones et Le Roi des Ribauds, les Rois Maudits, je veux dire, j'ai Les Rois des Ribauds sous le coude et je me dis waouh, ça va plaire, moi c'est ce que je veux faire. Des récits avec de l'intrigue, du empoisonnement à la cour, les trucs sordides et tout ça, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je veux faire. Ouais, mais est-ce que les gens sont prêts à l'accepter? Ouais, je sais pas. Puis boum, il y a la série télévisée, on comprend que tout le monde en veut, quoi. C'est ça le momentum, quoi. Voilà. Ouais, absolument. Tout le monde, non, surtout ça a permis même aux gens de se dire mais en fait j'aime ça, je veux en entendre parler, je veux en avoir plus, et donc maintenant on peut sortir des bouquins comme ça en disant vous avez aimé Game of Thrones, vous allez aimer ça. C'est pas de l'opportunisme, c'est plus maintenant je peux sortir la BD que je rêve de faire depuis 10 ans. C'est plus ça en fait. Alors oui, c'est de l'opportunisme dans un sens, mais pas de l'opportunisme dans ce que quel projet que je vais écrire, mais plutôt quel projet je vais pouvoir sortir maintenant. Absolument. Et nous, on sait que moi, c'est ce que je kiffe faire. Ouais, c'est clair. Puis légitimer les choix, justement, scénaristiques, et j'en reviens aux personnages, à s'intéresser sur les personnages, et qu'ils soient bons, mauvais, complètement nuancés, c'est ce qui est le plus intéressant. Et aujourd'hui, on peut faire ça. On a le droit de le faire. Les gens veulent ça. Et c'est quoi les œuvres, pour terminer, on va parler un petit peu de l'avenir, mais du coup, qu'est-ce que vous voyez faire dans les 10 prochaines années? Est-ce que c'est aussi du Bloc 109 avec la création, au sens création d'un univers hyper vaste qui va se poursuivre sur des spin-offs, qui va se poursuivre sur des univers interconnectés, des histoires qui se répondent entre elles, ou plutôt continuer à finalement pas penser au lecteur, mais avant tout à soi et avancer dans les univers qui vous plaisent le plus, notamment le Moyen-Âge, dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est sûr que le Moyen-Âge va être prépondérant, même si on peut pas trop en parler encore pour le moment. Mais le Moyen-Âge va être la clé de notre avenir là pour l'instant. Univers connecté, oui et non, parce que Bloc 109 là-dessus est une réussite et en même temps un échec. Dans ma tête, dans notre esprit, c'est que on a fait cette uchronie à la base pour un récit bien précis, et ensuite on a réutilisé cette uchronie pour faire des autres récits à l'intérieur. Sauf que là, il a fallu chercher comment qu'on casse ces récits, qu'est-ce qu'on fait exactement comme récit, et il y a eu 30 idées, sur les 30 idées on en a gardé 4, puis après on en a rajouté 2 autres, mais pour moi, dans mon esprit créateur, on va dire, c'est factice un peu. Ces rapprochements sont un peu factices. Ils marchent, ils fonctionnent, mais il n'y a pas la simplicité qu'on peut avoir sur un Roi des Ribauds où l'histoire elle est là, elle se développe. Je préfère largement, et nous préférons tous les deux largement, une fois qu'on a fini une histoire, une fois qu'on a fini une série, passer à une suivante et la repenser de bout en bout. Et plutôt que de se reposer sur une base qu'on a déjà créée pour recréer. C'est un peu le système des séquelles, des préquels, de tout ce qu'on veut. On a un univers qui marche, on va refaire une histoire dedans. Ouais, mais alors l'histoire elle rentre pas tout à fait. Mais si, tu vas voir, ça rentre. Surtout que le plus important, il faut jamais l'oublier, c'est les personnages. Je remartèle là-dessus, mais on garde en tête, dans l'histoire de la bande dessinée, on va garder principalement en tête Batman, Superman, Barbe Rouge, Blueberry. Donc c'est des personnages, et je pense que c'est là encore une fois où il faut s'attacher, c'est à des personnages iconiques qui vont d'où va découler toute la série et tout l'univers, et qui vont eux donner leur saut
leur empreinte à la série Skilka pour le Roi des Ribauds. Je pense que les gens, et quand ils prennent le Roi des Ribauds, ben, ils voient le Tristecien, ils voient le Roi des Ribauds, et c'est lui qui donne son empreinte à la série. Et c'est les ça gens qui est plus ont important. tout envie de lire les aventures d'un presque Roi des Ribauds, d'un personnage qui pourrait ressembler au Roi des Ribauds, mais dans un autre cadre, comme nous, en ce moment, on est en train de le préparer. En fait, c'est plutôt de créer... de reprendre un personnage plutôt, un archétype de personnage, et de le faire agir dans un milieu différent, avec d'autres histoires, d'un autre cadre, pour voir c'est plus on essayer de faire une sorte de réaction chimique, mais à chaque fois dans un cadre différent, dans une fiole différente, pour voir quel sera cet effet-là. Et je pense que plus que après le cadre, il y en a tellement qu'on peut utiliser. L'histoire nous en offre déjà un maximum, et je sais pertinemment, Ronan commence à me titiller là, avec des histoires. Ronan, de toute façon, c'est quand on commence un projet, il me titille déjà sur le suivant. Voilà. Et là. Ah oui. Voilà. Et là, je sais que moi. Donc là, on sait qu'on va avoir du Moyen-Âge pendant un bon bout de temps. Donc, on commence déjà à me parler de pirates. Je suis un peu comme un ado boutonneux en fait. Quand je suis satisfait sur un truc, j'ai besoin de me branler sur le truc d'après. C'est la classe, sincèrement. Nickel. Parfait pour ta Nickel, c'est génial. On devrait arrêter là. Je pense qu'on ne peut pas rien dire de plus. Mais voilà, il commence déjà à me parler de pirates. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est un pirate, ok, d'accord, mais ça a été fait, refait. Donc là, c'est soit on a un personnage qui vraiment nous démonte tout et nous donne des nouvelles idées, soit on a carrément une idée d'histoire, mais voilà. Enfin, mais en gros, voilà, tant qu'on n'a pas trouvé la façon de renouveler un peu une chose, on n'y va pas, quoi. Ouais, ça sert à rien. C'est clair. Et le problème, c'est que des univers cohérents comme ça, comme Block 109, il faut à chaque fois se donner ses idées. Je vais faire un second album, mais comment je renouvelle mon propre univers, donc j'ai établi les bases. En plus, il y a 3 albums plus tôt. Ah bah ouais, c'est con parce que si j'ai établi cette base là, je peux pas en jouer, je peux pas. Donc finalement, on se remet. Alors que si on se laisse vagabonder, les idées pour renouveler telle ou telle histoire, on les trouve toutes seules. Genre ah bah tiens, je vais faire un album là-dessus, tiens ou là-dessus. Un univers. Alors que là, 4 fois de suite, j'ai réussi à retrouver comment renouveler mon univers et trouver une histoire que je voulais raconter dans mon univers. Mais si j'avais pas trouvé 4 fois de suite, si c'était pas tombé comme je le voulais, ou déjà on est limite sur un New York où l'idée de base elle est quand même super ténue. Heureusement que j'avais une bonne fin. Étoile Rouge, elle est pas forcément bien réalisée. Non, il vaut mieux pas se mettre de frontières. Et puis nous aujourd'hui on a découvert l'intérêt énorme de la référence historique. On a un cadre. Et tout ce qu'on ne peut pas vérifier historiquement, ça va être la barre de création, d'imagination. Ça va l'histoire te sert de carcan en fait. Ah oui, mais de catalyseur plus. C'est-à-dire qu'on a une trame et en fait on va rebondir sur des suppositions de ce qui se serait passé ou des non-dits qui vont justement permettre de rendre encore plus forte l'histoire et de la raccrocher en plus à la trame historique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire hey, c'est crédible. Et ça toujours peut une forme d'Uchronie en fait. Oui, non, parce que l'Uchronie c'est vraiment le temps qui n'avait pas existé. Là en fait on comble ce qu'on ne sait pas. Donc on a juste à imaginer potentiellement en étant logique dans l'époque ce qu'on ne sait pas. Donc et c'est un peu ce que les créateurs de la série Viking font. Alors c'est pire encore parce qu'ils trichent un peu avec les dates, mais ils vont combler le côté légendaire des personnages par du réalisme ou ce qu'on ne sait pas par une trame complètement imaginée mais qui ne remet pas en cause les faits connus de l'histoire. Mais vous voyez, peut-être pour une dernière question, justement, un jour sortir justement de le cadre de l'histoire avec un grand H et de faire quelque chose de complètement inédit, peut-être un peu dans la manière Chaos Team elle était déjà un peu aussi, inédit et pas forcément raccroché à des événements historiques. Faut jamais se fermer les portes pour le moment. Pour le moment, on est un peu focalisé sur les idées qu'on a. C'est pas le truc qu'on a envie de faire. Parce que l'histoire, en fait, si je vous suis bien, l'histoire avec un grand H, c'est ce qui génère en ce moment l'étincelle de créativité finalement. Ouais. Mais au fond, cite-moi un seul univers de fantasy, de fantastique ou que ce soit qui soit pas rattaché à une période historique. Il n'y en a aucun. Tous évoquent quelque chose. C'est sûr. À chaque fois, on va se dire ah oui, ça c'est un univers type Alexandre le Grand avec les Yadoks. Ah ça c'est un univers type la guerre de 100 ans. Ah ça c'est un univers. Tu le vois le truc. Donc à un moment, pourquoi se voiler la face quoi. Alors à moins
d'un moment où on a une histoire qui va nécessiter justement, comme Block 109 avait nécessité un monde cruel, et, voilà, et ben, le jour où j'aurai une histoire où pour les besoins de ce que je veux raconter, tiens, mon histoire de général dont je te parlais, par exemple, le jour où j'aurai besoin de raconter une histoire où les faits historiques ne me permettront pas d'insérer mon histoire, bon bah là on crée un monde de ex nihilo, mais avec une base historique. Moi là par exemple, j'ai parlé à Ronan ce week-end d'une histoire qui me viendrait à la tête. Je sais très bien que finalement la base de la création, ça serait justement Alexandre le Grand, c'est Diadoque, toutes les guerres qui ont suivi l'effondrement de l'Empire macédonien. Bon bah voilà, on aurait un univers de ce type-là, et puis bim, on mettrait notre histoire là-dedans. Mais ça sert à rien de créer un univers si on n'a pas un bon jouet, enfin si on n'a pas une bonne chose à raconter dedans. C'est clair. On avait des idées comme ça, hein, parce que on peut aussi tourner là-dessus sur de la pure SF, en utilisant des concepts de science-fiction pure. Le voyage dans le temps, les choses comme ça et tout, mais maîtrisé. Hein. Et ça peut, là on peut effectivement sortir de ce truc, mais pour le moment c'est pas forcément des histoires qu'on a envie de raconter. Les cadres c'est bien, mais s'il n'y a pas la bonne histoire à raconter dedans, j'en reviens toujours au personnage. Un beau cadre, mais si t'as pas de tableau à l'intérieur, ça sert à rien. Et j'en reviens toujours au personnage, un personnage fort, bien construit. Il doit résonner aussi avec son cadre. Et là aussi où il faut penser au lecteur, puis aussi à nous, parce que ça permet aussi de le conceptualiser dedans, c'est qu'une époque historique parlera toujours beaucoup mieux à ton lecteur, à qui tu vas t'adresser, que quelque chose de complètement imaginé. Alors ça peut évidemment marcher, hein, c'est pas le problème, mais le cadre historique voilà, permet vraiment de rebondir. Je pense qu'on a trouvé quelque chose qui nous va bien, je pense, pour le moment. Oui, et puis ça dépend, je te dis vraiment, parce que là on dit ça, puis ça se trouve, une série qu'on va faire, ça va être de la fantasy, parce qu'on aura eu l'idée d'une histoire, mais qui doit s'affranchir des limites de l'histoire, tout à fait. Et qui doit pouvoir avoir un écrin forcément fantastique. Donc bah là, ok, on y va, c'est parti. Mais je ne créerai pas un monde fantastique et puis me dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais remplir qu'est-ce que je raconte dedans. Non, je dois d'abord savoir ce que je veux raconter, et après je crée le cadre. Mais j'ai déjà eu ce problème-là 4 fois de suite avec Block 109, je le refais pas. Block 109 4 fois de suite, qu'est-ce que je vais raconter dans mon univers iconique, quoi. Est-ce que dans ces questions, tu avais envisagé une fin? Est-ce que vous aviez envisagé une suite, à la fin de Block 109, le roman graphique? Sûrement pas, parce qu'en plus, comme des philosophes en herbe, nous posions une question à la fin de cet album au lecteur en disant vous avez vu, il a raison, il a tort. Pour vous, il a raison, il a tort. Le problème, c'est que si on fait une suite, on donne une déjà d'office. Et donc, c'est-à-dire qu'on fausse en fait la question qu'on pose au lecteur. Et en plus, ce serait, nous connaissant, ce serait une suite qui serait très prévisible, donc qui n'a aucun intérêt. Ça, non seulement très prévisible, s'il y a une suite, c'est que forcément,